Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Adeline Blondiot. Si vous l'avez sûrement connue en tant qu'actrice dans Les filles d'à côté ou encore le mythique Sous le soleil, peut-être ne saviez-vous pas qu'elle était également scénariste de BD. Adeline, aujourd'hui, elle a fait une reconversion en A360 que j'adore. Elle est sophrologue et elle est gérante d'un gîte. Alors pourquoi inviter Adeline dans la clé de voûte ? Déjà pour sa singularité, son authenticité et sa puissance intérieure. J'adore ces personnes qui suivent leur flow et qui n'hésitent pas à continuer de se réinventer sans cesse pour trouver ce qui est plus juste. Et puis peut-être que vous serez surprise de voir comment le monde invisible a pu s'inviter dans la vie d'Adeline. Je suis aujourd'hui ravie de l'accueillir. Bienvenue à toi, Adeline. Bonjour Adeline, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Audrey, je suis très contente d'être là. Je vais commencer tout de suite par te demander, je t'ai demandé en fait de choisir un livre. Peux-tu rapidement nous le présenter et nous dire ce qu'il symbolise pour toi et pourquoi tu as choisi ce livre ? Alors j'ai choisi un livre de Thich Nhat Hanh, Le miracle de la pleine conscience, parce que il a été un compagnon de route extrêmement important. C'est à travers ce livre-là que j'ai pu connaître l'œuvre de Thich Nhat Hanh. J'étais en plein burn-out, j'avais perdu plus de 10 kilos, 12-13 kilos, et j'avais perdu l'usage de la parole, des jambes. Et ce livre-là, il est écrit de façon tellement simple et tellement fluide qu'il était accessible par rapport à l'état dans lequel je me trouvais. Voilà. Et ensuite, quand j'ai été mieux, je l'ai relu et il était toujours accessible, mais différemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je pouvais le lire et me dire, mais ah oui, il y a ça aussi que je peux aller pêcher dedans. Tu vois, différents niveaux de lecture. Et ça m'a mis en perspective que si je faisais le travail minimum sur moi, c'est-à-dire de pouvoir compter le temps que je mets en inspirant ou en expirant, juste pouvoir me réaxer, eh bien, ça me permettrait de me réancrer dans mon présent. Donc, ce livre-là, je l'adore. Et j'ai plusieurs livres fétiches de lui, mais je pense que celui-là, c'est celui qui est intemporel, parce que les livres fétiches, je trouve qu'ils changent beaucoup en fonction des moments de vie. Tout à fait. Voilà, donc celui-là, il m'accompagne depuis ma fille va avoir 12 ans, donc ça fait 13 ans. Merci beaucoup Adeline. Quel genre de petite fille étais-tu et sous quel filtre tu voyais la vie ? Alors, j'étais une petite fille extrêmement, je pense qu'aujourd'hui on dirait hyperactive. Je sautais partout, dans tous les sens. J'escaladais tout. Je me mettais pas mal en danger, je pense, avec mon filtre de lecture d'aujourd'hui quand j'évoque cette petite fille. Très, très, très casse-cou, très garçon manqué. Je pensais que, à l'époque, j'étais très croyante et je pensais que Dieu s'était trompé et qu'il m'avait donné un corps de fille par inadvertance. Et que si je lui prouvais que je méritais un corps de garçon, et ben, au moment de l'adolescence, il y aurait un changement significatif et que j'aurais mon corps de garçon. Je ne portais quasiment que des pantalons, sauf quand ma mère arrivait à nous supplier, ma sœur et moi, à porter des robes. J'étais l'aînée d'une fratrie de 3, et puis il y avait des petits cousins derrière, donc c'était moi un peu la débroussailleuse, celle qui se battait, qui montait le plus haut dans les arbres, qui se cassait la figure, qui a fait aussi, j'ai sans doute fait aussi le plus grand nombre de séjours à l'hôpital. Je pense que je me suis cassé à peu près tout ce qui est possible de se casser. J'ai eu tous les plaques, les minerves, tous les trucs.
Donc, une petite fille, ma mère m'a dit cette phrase étrange. Elle m'a dit, mais en fait, j'avais peur de ne pas pouvoir te garder en vie tellement ça partait dans tous les sens. Et mon père, pour lui, c'était, mais comment autant d'énergie peut résider dans un corps aussi petit, dans un être aussi petit. OK, merci Voilà. beaucoup. Hem, Quels adjectifs tu utiliserais pour, décrire ton passage dans l'adolescence et quels souvenirs tu en gardes? Alors l'adolescence, il y a pas eu de révolte, hein. J'avais une bonne communication avec ma mère, hein, parce que mon père, lui, il bossait, mais j'avais une très bonne relation avec lui. Il était un peu moins présent que ma mère. Heu, J'étais, en découverte aussi, de voir ce corps qui change, qui te met en colère aussi, parce que tu dis: «Ah OK, donc maintenant tous les mois je vais avoir mes règles. Ah mais je veux pas. Ah et donc des poils aussi. Je suis pas sûre que j'en veuille non plus» et ce corps qui change, c'était, une grande aventure et je m'étais réconciliée avec le fait que je pouvais être une femme et que j'allais être une femme. Et que ça m'allait puisque, ma mère m'a dit: «Oui, mais tu es une femme, donc tu pourras être enceinte» et ça, c'était tellement la chose la plus importante pour moi que je me suis dit: «Bah oui, effectivement, bon, j'accepte, ce Ce deal-là» et compromis. voilà et c'était beaucoup de curiosité, tu vois? Et c'est quelque chose qui reste en moi, cette espèce de petite voix intérieure qui dit: «Mais» cette curiosité, elle est encore là à l'intérieur de moi. Il y a cette petite voix qui fait: «Ah mais attends, ça c'est nouveau». Qu'est-ce qui se passe? Regardons, observons ce qui se passe. Merci beaucoup et finalement, ton passage en tant que jeune adulte, tu en gardes quel souvenir? C'était facile, simple, c'était une continuité ou, finalement il y a eu des passages un peu plus difficiles? Le passage difficile, ça a été quand mon corps s'est stabilisé, avec un aspect de Lolita. Mmh. Enfin même pas stabilisé, quand on a pu voir que j'avais de la poitrine, que, la taille était un peu affinée, que j'avais encore un peu, le baby face très clairement, mais que j'avais ce corps de jeune fille. Je je trouvais que ça me dépassait. Donc ça, c'était douloureux. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de copains garçons et bah, je me baignais à la piscine avec un t-shirt parfois parce que, bah, leur regard s'arrêtait sur ma poitrine et ça me dérangeait et j'étais plus leur pote, quoi. J'étais une fille. Heu, je continuais à faire, des bagarres, des raids dans le Champ de Mars à vélo, j'avais toujours ma bande, mais ce côté féminin, d'un seul coup, ben, il devenait encombrant dans les histoires d'amitié que je pouvais avoir avec mes potes, avec mes amis garçons. Et donc ça m'a un peu déstabilisée. Et puis ensuite, le regard des hommes. Et puis après, bah, après le regard des hommes, ça a été la main des hommes, avec des traumas violents sexuels. OK. Euh, et du coup, ça a été assez compliqué d'habiter à l'intérieur de ce corps qui parfois me dépassait. Et je pense que ce qui est difficile pour les jeunes filles, c'est de se dire, OK, maintenant j'ai ça, ce sont des attributs sexualisants, je ne connais pas leur portée. Bien sûr. Comment je fais pour gérer ça, pour me protéger, pour savoir ce qui est OK, ce qui est pas OK? Comment je fais pour le découvrir aussi? Comment je fais pour découvrir ma sexualité? Comment je fais pour, découvrir ces espèces de pulsions qui d'un seul coup, sont à l'intérieur de moi? Tu vois les pensées qui changent, envie de découvrir son corps, de le comprendre et et je pense que ça je trouve que c'est déstabilisant pour les jeunes filles, mais pour les jeunes garçons aussi, hein. Heu, mais les jeunes garçons, ils vont avoir des poils, la voix qui mue. Nous, on va prendre, la plupart vont prendre de la poitrine et là, d'un seul coup, bah, c'est plus tout à fait la même chose. On pouvait facilement se faire traiter de salope juste parce que, il y avait une petite paire de seins, quoi, qui poussait. À l'époque, j'ai arrêté le judo parce que,
au judo, il a fallu que nos mères se battent pour qu'on ait le droit, sous les kimonos, d'avoir une brassière. Parce que quand on nous arrachait le kimono ou un t-shirt, et puis les gars, ils nous passaient des coups de coude sur la poitrine. Et un coup de coude sur une poitrine qui pousse, c'est juste la décharge électrique. La nana, elle part au tapis direct. Ok. Avec du recul, est-ce que moi j'ai souvenir que tout ce qui était l'aspect sexualité, l'aspect même des règles, etc., c'était assez tabou dans ma famille et pas vraiment bien expliqué. Avec du recul, est-ce que tu as le sentiment d'avoir été accompagnée et surtout, du coup, est-ce que toi, tu as une vision différente de comment tu souhaites accompagner ta fille au travers justement de ce changement de corps, de ce changement de regard qu'on va lui porter, etc. aussi? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère avait lu tout Françoise Dolto. Donc, elle considérait la place de l'enfant comme étant extrêmement centrale. Euh, elle nous avait parlé des règles, mais les copines en parlaient beaucoup plus quand même. Donc, j'avais beaucoup d'infos de la part des copines qui étaient, quand on se retourne dessus, totalement folles, C'est ces clair. infos-là. Avec des trucs, non, mais tu sais, en fait, tu les as une fois, puis ensuite, pendant 6 mois, tu les as pas. En fait, le corps te prévient que tu vas avoir tes règles. Et puis alors, si, puis, mais des trucs, tu te dis, mais non! Moi, quand même, c'était tellement tabou que c'est la mère d'une copine qui m'a expliqué par téléphone comment on mettait un tampon. J'avais rien, c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué parce qu'évidemment ça me faisait un mal de chien parce que, je l'enfonce enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais je m'y prenais Oui, clairement oui. pas bien, tu vois? Et du coup, effectivement, comme on avait très peu de discours autour de ça, il y avait une peur, il suffisait que attention, ça fait super mal, les rapports sexuels, et cetera, pour que tout d'un coup, ça devienne des montagnes de où tu vas passer pour une fille facile. Enfin, il y avait tout un truc qui montait parce que justement, il y avait pas d'explication autour, en tout cas moi et mes copines aussi, de la part d'adultes et notamment de femmes. Alors, ma mère m'avait expliqué, elle nous avait expliqué à ma sœur et moi, qui a 1 an de moins que moi. Et puis le jour où c'est arrivé, j'ai quand même été un peu surprise parce que ça va arriver un jour, en fait. Et puis un jour, je suis pliée en deux de douleur et ma mère nous dit, bon, tous les enfants, vous allez au cours de dessin, mais Dadou, parce que c'est mon surnom, va rester avec moi. Je dis, non, moi, je vais au cours de dessin. Mais non, t'as mal au ventre. Oui, mais ça va, je peux survivre. Non, 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 tu rentres à la maison. Il faut qu'on discute. Et je me dis, mais peut-être je suis en train de mourir et qu'elle, elle le sait et que je ne le sais pas encore. Et donc, je suis arrivée à la maison et elle m'a expliqué. Et, euh, et elle m'a expliqué comment on faisait, comment on utilisait les protège-slips, les protections hygiéniques, tout ça. Mais il y avait un tabou sur le tampon parce que c'était très jeune à l'époque. Et puis elle m'a dit, Mmh. mais ça, on verra plus tard. Mais j'ai trouvé qu'au moins j'avais vraiment des explications et que tout ce que m'avaient raconté mes copines avait été balayé. Donc pour ma fille, qui a 11 ans, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Il y a eu un bouquin qui est très bien fait, qui s'appelle Le fil rouge, pour parler des règles. Mais aujourd'hui, on les célèbre, les règles, alors qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu honteux. Complètement. Et je vois ma fille, elle me dit, à l'école, il y a une fille qui a eu une fuite, tout le monde était embêté pour elle. Alors que école de filles, la première fuite, mais la nana juste creusait un trou pour se cacher. Ouais, complètement. Et je trouve que sans être. Alors, il y a aussi une espèce de revendication. Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai mes règles. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Tu n'es pas obligé. Euh, mais il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Parfois, il faut que ça parte un peu dans les extrêmes pour se rééquilibrer derrière. Euh, voilà. Donc, oui, je suis vigilante à ce que je transmets à ma fille. Et je veux que ça puisse se passer le mieux possible. Mais il y a quand même ce truc de nana qui dit quoi? Tous les mois, sérieusement, on peut pas avoir une dérogation. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. On va faire un petit bond en avant, mais pas très, très loin finalement. Qu'est-ce qui t'a amené vers le chemin de l'acting, le fait de devenir actrice? J'ai vu aussi que tu avais écrit des BD, ça je ne savais pas. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin? Je crois que tu as aussi, été mannequin. Donc qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin-là? Bon, outre effectivement que tu étais potentiellement assez canon, mais à part ça, qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans? Ouais. Chicha. Euh, eh bien,
Concernant les photos, plusieurs fois, j'ai été abordée dans la rue par des photographes qui me proposaient d'aller faire des photos. Voilà, en me disant, si tu veux, je te fais un book. Non. Moi, je mesure 1,69 m, donc c'était vraiment pas la taille mannequin requise à ce moment-là. Il fallait faire 1,75 m, 1,72 m. Mais 1,69 m, c'était un peu rikiki. Donc régulièrement, j'étais sollicitée. J'ai fait de temps en temps des photos, mais en fait, mes parents, ils n'étaient pas pour. Donc j'ai gagné des sous avec ça quand j'étais ado. Et puis je me disais, mais il y a quelque chose qui est peut-être la comédie, c'est quand même intéressant aussi. Donc on avait une prof de philo qui nous filait des cours de comédie. Je trouvais ça intéressant. J'avais pris des cours de comédie un peu plus petites. À chaque fois qu'il y avait une pièce de théâtre qui se montait, j'étais dedans. Je torturais mes cousins et frères et sœurs pour pouvoir monter les spectacles tout le temps, pour leur écrire des trucs, les faire jouer et tout ça. Et donc, c'était quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Et puis bah, le jour où je me suis retrouvée à 19-20 ans, divorcée d'une célébrité avec zéro argent, bah, il a fallu que je me trouve un job assez rapidement. Et, euh, et cette célébrité, elle me collait, en fait. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, de toute façon, tu vas retomber très vite dans l'oubli, tout le monde va t'oublier en quelques mois, l'info écrase l'info. Et en fait, non, j'avais tout le temps des paparazzis qui étaient collés, j'avais des photos tout le temps dans les journaux, même si j'étais seule. Et il y a une agence qui m'a appelée en me disant, écoute, puisque les gens veulent continuer à avoir de tes nouvelles, peut-être tu peux gagner de l'argent avec ça. Nous, on t'aide. On va faire des beaux reportages, on va cadrer le truc. Et puis il y avait M6 à l'époque qui cherchait des nouveaux animateurs. Et là, je les ai assiégés. Et j'ai commencé, non pas par la comédie, mais par de l'animation d'émissions de télé. Mais t'étais en même temps tellement pitchoune, t'avais quoi, 19-20 ans, non? J'avais 19-20 ans. Oui, ça faisait un peu poupée quand je revois les images aujourd'hui. Mais bizarrement, tu vois, le fait d'être une poupée comme ça, eh ben, ça attirait pas forcément la sympathie. Et je suis tombée sur des productrices qui n'ont pas été très cool. Il y avait celui qui allait devenir un réalisateur télé hyper connu, Serge Calfon. Il y avait Gérard Pulicino, que j'ai connu à ce moment-là, et qui était plutôt cool. Mais parfois, les femmes, je voyais que je suscitais chez elles quelque chose qui était clairement pas agréable. Et donc, ça a été des années où, au lieu d'apprendre correctement mon métier, ben, c'était parfois un massacre. Mais bon, il fallait que je bosse, il fallait que je bouffe, et j'avais pas d'autre solution. Et tout le monde était persuadé que j'avais fait un divorce en fanfare, que j'avais pris des millions de francs et que j'étais, parce qu'à l'époque c'était des francs, ma bonne dame, et que j'étais là juste pour la gloire. Et en fait, je suis retournée sur les bancs de l'école. À l'école, tout le monde me harcelait et m'emmerdait parce que j'étais trop connue. Et donc à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je fais de moi? Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je sois indépendante. Je ne vais pas retourner chez mes parents alors que je suis partie de chez eux à 18 ans, pas forcément en claquant la porte, mais peut-être dans des conditions un peu particulières. J'ai cette célébrité où tout le monde m'invite dans toutes les soirées, tous les photographes veulent me photographier, tous les journaux veulent avoir des nouvelles de moi. Il y avait un truc qui était un peu, tu vois, moi l'image que j'ai, c'est une espèce d'étoile où ça part dans tous les sens. Et moi, je suis au centre et qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'en ai fait ça. Je suis devenue animatrice télé. Euh, et puis après ben, j'ai fait de la radio. J'ai fait Radio Nostalgie pendant des années. Et ça a été le vrai repos. Ça a été la vraie tranquillité. L'émission vraiment a très bien marché. Et c'était chouette. Et puis ensuite seulement, j'ai fait de la comédie. J'ai fait des sitcoms. Voilà. Merci beaucoup. Tu sais, moi, de temps en temps, il m'arrive de scroller sur Instagram. Et quand j'étais plus jeune, j'étais de la génération où j'étais fan de Vanessa Paradis. Pour avoir suivi son parcours, ça n'a pas été tendre et j'ai trouvé que ça n'avait pas été tendre. Je la connais pas du tout perso, hein, notamment par des femmes. Le regard des femmes qui était assez dur. Et la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo. Bon, je pense elle a eu un interview récemment où effectivement, bah, elle a pris de l'âge, elle a choisi de ne pas se refaire. Et, et les commentaires les plus virulents, c'était des femmes. J'étais assez surprise. On revient à cette notion de sororité qui peut être challengeante, notamment justement quand on a des femmes qui sont jolies,
qui ont plus attirent parce que c'est effectivement tout le monde n'attire pas comme un rayon de soleil. Et ce qui s'est passé pour toi, c'est aussi ça, c'est que tout d'un coup, il y a des personnes qui sortent du lot et qui, hors être avec une célébrité, sont lumineuses pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Et c'est vrai que je trouve que parfois, les femmes, mais bon, ça, ce sera un autre sujet, euh, notamment parce qu'on a peut-être une société qui a du mal avec la vieillesse, qui a du mal avec le temps qui passe, etc. Et la peur de ces femmes qui vont justement rencontrer, vont séduire des personnes des hommes plus âgés, etc. Et tout d'un coup, il y a cette peur. Moi, je sais que Vanessa Paradis, elle avait fait très peur parce qu'elle avait tourné un film où justement elle était très jeune avec un homme plus âgé, etc. Et ça avait déclenché beaucoup de virulence de femmes de 30, 40 ans, 50 ans et plus. Et ça, c'est vrai que ça ne veut pas dire que ça sera votre mari, en fait. Ce serait intéressant d'en avoir quand même conscience. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais ça veut surtout dire que si c'est votre mari, c'est qu'il y avait un problème avant. Mais bien sûr, hein. C'est que c'est pas Et que c'est pas, pour moi, c'est pas la jeune femme qui a un problème. Elle peut avoir un problème non résolu, mais la responsabilité est, à mon sens, à la personne plus âgée, à la personne qui a de l'expérience, à la personne expérimentée. Bien sûr. Mais à mon époque, c'était l'inverse. C'était si tu étais jeune et que tu étais avec un yeuve, si tu étais jeune et que tu étais avec un homme plus âgé, et je l'ai vécu, c'était toi la salope, c'était toi la pute, et c'était monsieur, il était très bien. Qu'est-ce que tu lui voulais? À aucun moment, il y avait, comme aujourd'hui, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme pour aller chercher une gamine? Mm. À quel moment il est responsable? Qu'est-ce qu'il n'a pas soigné suffisamment pour avoir besoin d'aller chercher quelqu'un d'aussi jeune? Et ça, aujourd'hui, et je pense que c'est grâce au travail des femmes aussi, de toutes les femmes qui ont su travailler ensemble, se réunir et être fortes ensemble, qu'on arrive à pouvoir poser ce regard-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu es sophrologue et propriétaire et gérante de gîte. La classe. Plus, tu traficotes avec des chevaux. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, mais attends, le podcast a une demi-heure de retard parce que Adeline, elle avait un problème de gestion, de dressage de chevaux. Donc, je ne l'ai pas marqué dedans, mais je suppose que du coup, tu fais ça aussi. Comment ces multifacettes sont venues à toi? Alors, les chevaux, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Du plus loin, ça a toujours été là. Et c'est une passion que je peux enfin nourrir quotidiennement ici, en Camargue. Parce que le cheval, mon père nous a transmis cet amour du cheval et il nous faisait monter en Camargue parce que ici les chevaux sont en liberté ou en semi-liberté, on n'a pas le droit de les enfermer dans un box. Mais ma mère nous emmenait, nous trimballait toutes les semaines, ma sœur et moi, monter dans des clubs d'équitation. Donc c'est vraiment resté une passion. Ma sœur, elle est restée dans ce métier-là puisqu'elle est dresseuse de chevaux pour des cirques et tout ça. Elle fait de l'élevage de mini poneys et vraiment et du coup ce qui est génial c'est qu'on peut se retrouver là-dessus. Et moi depuis que je suis ici, ça avait du sens de s'installer ici aussi pour avoir mes chevaux dans des conditions optimales, c'est-à-dire toujours en liberté et puis être en communication avec eux. C'est-à-dire que depuis que je suis ici, avant je parlais avec les chiens et les oiseaux, maintenant je parle avec les chevaux. Ma prochaine question, on va revenir après sur la sophro. Ma prochaine question, c'est que justement, c'est quel est ton rapport aux animaux et à la nature en règle générale? Parce que c'est pas anodin, effectivement, d'avoir déménagé en Camargue, là où les chevaux sont en liberté, où la nature est quand même beaucoup plus présente qu'à Paris, par exemple. Alors déjà à Paris, je suis née à Paris, donc pure parisienne et grande amoureuse de Paris. Et au moment où je suis tombée enceinte de mon fils, avec son papa qui est argentin et qui avait toujours vécu plutôt proche de la nature et en baraque, on a décidé d'aller déménager en proche banlieue et de vivre dans une maison pour que notre fils il fasse ses premiers pas dans un jardin, il sache comment pousse une tomate. Et ça, pour nous, c'était très important.
Et du coup, une fois qu'on a été installé dans cette maison avec le jardin, bah, on a commencé à avoir de plus en plus d'animaux. Donc, il y a eu des ratons laveurs, il y a eu des perroquets, il y a toujours un perroquet qui date de cette époque. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'animaux. Mais il y en a eu à un moment donné, il y en a eu trop parce que l'humain, je me suis retrouvée dans une période de vie où l'humain me faisait tellement mal et je me sentais tellement mal adaptée aux humains que je me repliais vachement sur les animaux et que c'était devenu une addiction. C'est-à-dire que bah, il y en avait partout. Il y avait des reptiles, il y avait des poissons, il y avait des tortues, il y avait des grenouilles, il y avait des tritons. Bon, le triton, je l'ai encore. Des rats, des perroquets, mais il y avait aussi des mandarins, il y avait des écureuils. Enfin, et dès que j'arrivais au marché des oiseaux à Paris, bah, les gars, ils disaient, elle, on va lui refourguer un truc, c'est obligé, quoi. Et bon, refourguer un truc. Et puis, il a fallu élever des grillons parce que bah, les reptiles ne mangeaient que des grillons. J'avais des caméléons, des lézards. Et puis après, je me suis dit, oh, mais c'est mignon les grillons quand même. Donc j'ai élevé des grillons. Enfin, tu vois, et tout comme ça. Et puis, ah bah tiens, t'as de la place, des tortues. Puis un jour, il y a eu cette énorme tempête en 99. Donc il y a des cirques qui m'ont appelé en disant, vous auriez de la place chez vous pour garder une autruche? Vous auriez de la place chez vous pour garder... Allez! En avant. Et je me sentais tellement bien, pas jugée, acceptée telle que j'étais, dans l'état dans lequel je suis à ce moment-là, par les animaux, que j'ai trouvé un énorme confort. Mais on peut partir de l'autre côté aussi, c'est-à-dire devenir totalement misanthrope. Et mine de rien, tu vois, c'est cette espèce d'état, euh, et tu vas voir comment je vais faire la boucle, dans lequel j'essaye d'accueillir les gens quand je suis dans mon cabinet de sophrologue. C'est-à-dire de récupérer cette animalité qui t'accueille tel que tu es. Mmh. Qui te dit pas, mais tu pourrais pas être juste un petit peu différent. Tu pourrais pas faire un petit effort. Et quand je suis en disposition de sophrologue ou même quand je fais, et tu connais ça, des rituels chamaniques pour pouvoir aider les gens à se libérer de certaines choses, eh bien, j'essaie euh, d'être à l'intérieur de mon animalité pour dire, c'est OK. Vous êtes comme ça aujourd'hui et c'est OK. Et ça va. Et ça va. Et de faire comme l'animal, tu vois, sauf quand tu l'agresses. Ah, si vous m'agressez, en revanche, ça va pas être tout à fait pareil. Mais d'être dans cette chose-là où l'animal est OK pour être avec la personne que tu es à ce moment-là. Merci beaucoup. Toi aussi, tu vas voir comment je vais faire une très belle boucle. Tu me fais une transition parfaite. Je switch entre 2 questions. On repassera sur la suivante après. Pour avoir échangé avec toi, et comme tu viens de le faire à l'instant, le monde invisible, le monde subtil, le chamanisme, est un monde dans lequel tu navigues parfois, souvent, ça je te laisse y répondre. Pourrais-tu nous dire en quelques mots comment il est venu à toi et quelle place il prend dans ta vie aujourd'hui? Alors, je crois que l'invisible, alors c'est toujours très flou pour moi quand on parle de ça. L'invisible, il y a une espèce Il se trouve que depuis que je suis petite, euh, j'ai vécu beaucoup de deuil. Il y a eu beaucoup de départs autour de moi. Euh, Départ de mes grands-parents, mais qui avaient qu'une soixantaine d'années, et ça a été assez difficile parce que bah, j'avais 5, 6 ans. Et puis après, un petit peu plus grande, vers 9 ans, il y a une gamine avec laquelle je correspondais, qui était ma correspondante et qui est décédée. Et je ne pensais pas qu'on pouvait mourir aussi jeune. Et ça a été un gros trauma, ça m'a causé beaucoup de crises d'angoisse. Et puis régulièrement, j'ai perdu des gens de mon âge. Et alors on m'a dit oui, mais c'est parce que tu as quelque chose à travailler. Mais c'est tellement douloureux de travailler là-dessus. J'ai perdu une de mes meilleures amies quand j'avais 19, 20 ans. Et puis une autre. Et puis pas mal de suicides. Et, et je trouve, quand je compare avec les autres personnes, que j'ai eu plus de deuil que d'autres. Voilà. Et, et j'ai eu des expériences où j'ai frôlé la mort, par exemple, et où j'ai pu
à avoir des sensations assez subtiles, des choses. Tu vois, une fois, j'étais en train de me noyer et j'ai lutté, lutté, lutté. Et puis à un moment donné, ton corps lâche, il en peut plus. Et c'est là où tu avales de l'eau, du sable, de l'eau, et puis tu commences à tousser sous l'eau. Et voilà. Et au moment où tu as cette espèce de bascule qui fait que tu lâches, bah, tu lâches et d'un seul coup, ça devient très agréable. Et tu dis, bah, c'est bon, ça va. Alors, j'ai pas revu ma vie. J'ai juste vu 3 visages de 3 personnes qui venaient de décéder autour de moi, dont le garçon dont j'étais amoureuse quand j'avais 18 ans, qui me regardaient avec un sourire radieux, qui ont éclaté de rire tous les 3, qui m'ont dit: «Non, c'est pas maintenant!» Et je suis remontée, j'ai ressorti la tête de l'eau et là, il y a un gars qui m'a attrapée par les cheveux, qui m'a sortie façon Jean-Claude Duss et ils m'ont ramenée sur la plage, fait cracher l'eau, le masque à oxygène, tout ça, tout ça. Et et aujourd'hui, c'est 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 c'est, mmh, c'est comme si, au-delà de tous ces deuils, parfois j'ai l'impression, ben, qu'il y a autre chose, que ça se transforme. Alors je sais, c'est toujours un peu flou quand on en parle. Enfin moi, quand j'en parle, c'est toujours un peu flou. J'ai l'impression qu'il y a, parfois des présences, parfois qu'il y en a pas. Heu, Parfois que je me sens, armée, tu vois? Par exemple, si j'ai, quelque chose de difficile à vivre, et que je sais que c'est quelque chose de difficile, ben, je vais solliciter certains d'entre eux, comme si c'était messages. Je vais avoir des informations qui vont me venir parfois quand je suis en face de certaines personnes et je me dis: «Mais c'est eux qui me les donnent, qui me les donne?» Donc ça reste encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu pas mal de deuil. Pas mal de deuil et que j'aimerais que ça s'arrête parce que c'est difficile et qu'il y a des présences et puis après, dans le monde de l'invisible, il y a, ces choses-là qui font que quand je suis en face, de personnes qui viennent me voir pour avoir de l'aide, bah, je vais avoir des informations, mais qui sont pas tout à fait celles que j'avais quand j'avais 18-20 ans et que je tirais les tarots. Aujourd'hui, si je tire les cartes, c'est des cartes que je propose pour avoir un filtre de lecture différent sur la situation. Ça va pas être pour projeter dans l'avenir, ça va pas être, de la voyance, mais parfois j'ai des informations qui me viennent sous forme d'images. Alors maintenant je les dessine et Ah je me dis, oh! et je les montre aux gens et bizarrement les gens ça leur parle. Et puis de temps en temps quand on me dit: «Bah alors là, qu'est-ce que vous voyez?» «Bah rien, parce que vous me le demandez, donc forcément ça brouille». C'est la différence, c'est qu'on n'est pas lorsqu'on navigue, alors il y a des gens, hein, qui sont médiums, qui canalisent des informations, qui, discutent en direct avec tes guides. Moi, j'ai assisté à plein de trucs, absolument, génialissimes. Donc ils discutent en parallèle. En fait, leur voix sert de canal à tes guides. Il y en a effectivement qui ont des informations, sur l'avenir et que ce soit la mare de café, les cartes, c'est un support, en fait, à leur Oui, lecture. bien sûr. Le fait de lire dans le creux de la main, enfin voilà, et cetera. Hem Et souvent, il y a, les gens qui pratiquent le chamanisme, le chaman en lui-même, c'est un guérisseur, c'est absolument pas quelqu'un qui est diseuse de bonne aventure. Il a des informations et les informations servent, à la «guérison» entre guillemets, si on reprend vraiment le précepte du chaman, de la personne qui vient le consulter. Mais en rien il est devin et effectivement, lorsqu'on navigue dans les mondes subtils, invisibles, dans ces mondes méconnus, je dirais plutôt, hein, que l'on ne voit pas avec les yeux, hem, quoique, c'est pas vrai ce que je viens de dire, je me parce que moi j'ai vu, donc ça c'est pas vrai, je reprends ça, je retire. Mais en tout cas pas la façon dont les gens l'imaginent. Du coup, il a des informations quand, à mon sens, mais je suis encore sur le chemin, hein, et je le serai toute ma vie, quand c'est opportun et intéressant dans le travail de guérison à cet instant T de la personne. Et du coup, ça nous donne effectivement des informations qui peuvent aiguiller notre façon d'accompagner l'autre, qui peuvent donner des informations, des visions où nous, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et parfois des choses, moi j'ai vu des choses, parfois qui m'incommodaient, je savais pas trop comment le dire à la personne, donc tu navigues un petit peu et puis tu finis par, le dire et la personne, elle sait de quoi tu parles et toi tu as l'info et c'est ça qui est magique, c'est que toi tu sers, finalement, de récepteur et de transmission
Et après, le rôle aussi du chaman, c'est justement de faire des voyages au tambour, ou en tout cas des personnes qui travaillent avec le monde invisible, et d'aller naviguer entre les mondes pour parfois faire des récupérations d'âme. C'est des morceaux d'âme qui sont restés coincés dans des traumas, dans des deuils, dans des choses comme ça. Et ce qu'on, en, psy- en Ça, psy- c'est ce que je fais. voilà. Et en psychologie, on appelle ça un dédoublement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était trop dur pour moi. Donc, il y a une partie de moi qui est restée dans l'histoire et l'autre partie qui veut plus en entendre parler. Et parfois, quand tu parles de certaines choses à des personnes, elles vont être énormément dans l'émotion. Donc, ce sera encore à rassembler. Et puis, parfois, elles vont dire oh, je m'arrête tout de suite, je ne veux plus en entendre parler. Donc là, on sent qu'il y a un dédoublement. Et puis, parfois, elles n'auront pas l'impression que ça a été aussi dur que ça. Ou parfois même, et là, on est dans des cas notamment d'inceste, il y a carrément des oublis majeurs. Il y a toute une période où on ne sait même plus ce qui s'est passé. Et donc, c'est un travail qui demande d'aller vraiment gratter avec un psychologue bien accompagné et accompagné en multiples d'ailleurs. Ça peut être intéressant d'aller en sophrant en parallèle, etc. pour venir gratter au fur et à mesure pour que la personne elle n'explose pas en plein vol en fait et qu'elle soit prête à l'entendre. Et du coup, donc, tu utilises naturellement tous ces dons de connexion dans la sophrologie, avec les gens que tu accompagnes. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça se manifeste? Alors, tu en as parlé dans ta noyade. Est-ce que tous les jours, ou de temps en temps, tu as l'impression effectivement d'être accompagné? Donc, tu me disais que tu avais parfois le sentiment d'avoir des gens autour de toi. Est-ce que ça peut être parfois dans de la communication animale, ça peut être parfois dans simplement faire confiance aux synchronicités, peu importe, hein. Alors, il y a les heureuses synchronicités, et puis avec les animaux, il y a quand même des choses qui étaient juste hallucinantes, où j'ai des informations extrêmement claires. Ça peut être des sensations, ça peut être des images hyper claires. Euh, et, euh, et ça, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression de communiquer avec mes chiens. Toujours. Les cochons d'Inde, moins. C'était j'ai faim, caca, pipi, voilà. C'était. Mais c'est un animal qu'on a tendance à négliger, tu vois. Euh, j'ai eu des rats, j'avais l'impression de pouvoir communiquer avec eux. J'avais un perroquet qui est décédé, mais que j'ai eu pendant 15 ans et qui m'a appelé au moment où elle allait mourir. Et, euh, et à chaque fois, en fait, je communiquais avec eux sans dire, bah, tiens, je fais de la com animale. Tu vois, c'est Monsieur Jourdan qui fait de la prose sans le savoir. Et puis ici, eh ben, c'est devenu de plus en plus fort. Et quand il y a pas mal de gens qui avaient suivi cette malheureuse aventure, j'ai un poulain qui a été empoisonné et qui est tombé malade. Et là, ça a été fou. Là, ça a été une aventure sensible, enfin émotive, enfin je sais pas, hallucinante, hallucinante. Il m'envoyait des images ultra précises. J'ai fait tout contre la vie des vétos. Je me suis battue et et il m'a tout donné. Il m'a tout dit. Et mon compagnon, qui est quelqu'un de très cartésien, il m'a dit mais tu sais, tu sais parce que tu l'écoutes et qu'il te parle. Donc fais comme ça. Merci beaucoup. Moi, je sais que j'ai compris que j'étais capable de rentrer en communication animale l'année dernière parce que j'ai ma chienne qui est partie en une semaine. Tu vois, moi aussi, ça va beaucoup m'émouvoir. Elle est partie en une semaine d'un cancer foudroyant et elle vivait pas chez moi, donc c'était beaucoup, beaucoup de culpabilité parce qu'elle vivait chez le père de ma fille. Et j'aurais aimé faire plus pour elle, etc., etc. Et elle est partie alors que je rêvais de la récupérer à la maison. Et c'était un American staff donc qui chassait mes chats. Donc c'était dans un appartement impossible en fait. Donc j'ai vraiment fait au mieux que j'ai pu, mais avec toujours cette culpabilité qui était vraiment sous-jacente. Et lorsque j'ai appris qu'elle est partie, donc je l'ai accompagnée le plus rapidement possible, le mieux possible. Et j'ai utilisé toute ma puissance pour la protéger et prendre des décisions justes pour elle, lui donner toutes ses chances et en même temps ne pas la faire souffrir. Et j'étais effondrée. J'ai mis plus de 6 mois. Là, ça va faire 1 an et ça me touche toujours autant. Ce qui a changé la donne, vraiment,
c'est que je me suis assise et j'ai essayé d'entrer en communication avec elle, mais j'étais tellement, elle était en train de partir. J'étais tellement submergée par ma propre détresse que je me suis dit, ça marchera jamais en fait. Et en fait, ça a fonctionné et ça a mis en place quelque chose où aujourd'hui, après, j'étais capable de communiquer avec mes chats à distance. Donc, j'ai 2 terrasses. Je sais qu'il y a une terrasse qui est dédiée à un de mes chats et que si les autres s'approchent, et après, je l'ai vu, ça va barder pour eux parce qu'il a besoin de cet endroit juste pour lui. Donc, j'ai réaménagé chez moi en fonction de mes chats. Mais cette chienne, ça a été un chamboulement très, très bouleversant dans ma vie et en même temps, ça a été une ouverture avec ma capacité de communication avec l'animal qui a été démentielle et, et je crois que c'est aussi ça où on peut avoir cette gratitude, c'est qu'ils sont aussi nos enseignants et ils nous apportent toujours des cadeaux absolument fabuleux. Le fait de savoir, c'est quelque chose qui est précieux et qui change la donne, en tout cas pour moi, qui a facilité un petit peu son départ. Voilà, je dirais que ça a facilité son départ parce qu'elle était encore là, puisque je pouvais encore de temps en temps rentrer en communication avec elle. Mmh. Ouais, moi je trouve que c'est douloureux d'apprendre à ce prix-là. Voilà. C'est sûr. J'ai un, j'ai enregistré un podcast avec Beata qui a été la première personne qui m'a formée en chamanisme. Alors, j'ai pas spolié, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. Beata, elle parle de résilience. Il lui arrivait aussi des trucs sacrément et concentrés au même endroit. Et elle parle de l'apprentissage, de comment on peut transformer ça et le transformer comme puissance personnelle ou comme beau cadeau. Alors dit comme ça, juste après là, sans transition, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que je vous invite, si effectivement il y a des trucs comme ça où la pilule elle passe pas, à aller écouter ce podcast. Peut-être que ça vous ouvrira à autre chose, peut-être pas. Mais voilà, c'est une piste de réflexion. Merci beaucoup pour cette spontanéité, ton cœur ouvert, c'est un bonheur. Je savais, Et mes j'ai larmes. préenregistré et tes larmes, mais c'est ça aussi la spontanéité. Je ne pourrais pas interviewer des gens placides, c'est pas possible. Déjà, ça me ressemblerait pas. Et puis, je l'ai annoncé un peu, je t'ai quand même survendu en parlant d'authenticité. Donc, parce que je savais que je jouais sur du velours, tu sais. Ce podcast s'appelle La clé de voûte et symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible. Comment toi, tu arrives à garder les pieds sur terre et la tête connectée dans les étoiles? Je crois que c'est possible quand je prends soin je vais dire un gros mot en fait. Je crois que c'est possible quand je prends soin du véhicule. Je crois que c'est possible quand je prends soin de mon corps, quand il dort suffisamment, quand il mange correctement, quand je lui donne suffisamment de plaisir, quand je lui donne suffisamment d'activités sportives, quand je l'habite au mieux. Je pense que c'est dans ces moments-là où je suis alignée tête, cœur, corps, que je suis disponible pour la joie, que ça se passe le mieux. Et, et quand je traverse des choses qui sont difficiles, eh bien, je me dis, voilà, tu protèges ton véhicule, tu fais un minimum d'heures de sommeil, tu fais un minimum au niveau de l'alimentation, et même si c'est un peu artificiel, c'est pas grave, c'est ton garde-fou. Parce que si tu laisses ton véhicule partir en cacahuète, eh ben, ça va être très compliqué de récupérer tout le reste. Et je suis passée par un burn-out qui est un véritable massacre physique. Donc, je sais à quel point il est difficile de remonter la pente du corps, du mental et de l'émotion. Voilà. Donc, je pense que c'est la base. Et j'accompagne les gens, je suis extrêmement vigilante là-dessus. À leur demander, mais comment vous avez dormi? Comment vous dormez? On va d'abord protéger le sommeil. Oui, mais moi, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Non, non, on n'a pas plus important à faire que d'avoir le nombre correct d'heures de sommeil, le nombre minimum. Comment vous mangez?
qu'est-ce que vous mettez comme carburant dans votre véhicule. Et, euh, et pour moi, ça, je pense que c'est possible d'être aligné une fois qu'il y a ce respect du corps. Et lorsqu'il y a des trois, la tête, le cœur ou le corps qui part, hein, ben, si les deux autres sont solides, c'est plus simple de ramener. Et une fois que tu es aligné, eh ben, tu peux être plus connecté à ce qui se passe en haut, en bas, mais à ce qui se passe aussi tout autour de toi. Et tu peux du coup voir qui t'entoure, voir par qui tu acceptes de te faire entourer et voir par qui il est bon de se faire entourer et par qui il est bon de ne pas se faire entourer aussi. Voilà, donc je pense que c'est ça la base. Ah oh! Je partage tellement ton avis. Lorsque le navire semble couler, le fait de prendre soin de son véhicule, c'est le maintenir à flot, peut-être au milieu d'une mer agitée, d'un ouragan, mais en attendant de le maintenir. Et effectivement, de prendre soin aussi de ses pensées, de ses ruminations, d'où, là, je te fais un tremplin, c'est cadeau et je le pense sincèrement, d'où des métiers comme la sophrologie qui peuvent vraiment venir au secours de ses émotions, au secours de ses ruminations mentales et venir faire des breaks. Et on parlait la dernière fois toutes les deux de la cohérence cardiaque, mais il existe des petits outils magiques comme ça qui peuvent venir à un moment calmer ce mental. Souvent, on dit que c'est, je vais mal le dire, mais en gros, c'est le maître bouddhiste qui te dit il faut que tu médites 10 minutes tous les jours 10 minutes tous les jours. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Alors pour toi, ce sera 1 heure. Plus on a du mal à poser ses fesses, plus on est dans cette impression du toujours plus, du j'ai pas le temps, et avec un mental qui est suractif, plus on a besoin de venir poser ses fesses et de venir s'ancrer. Parfois, on n'arrive pas à faire des méditations. Ça peut être de mettre une musique douce, ça peut être de faire ces 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque et aussi de se faire accompagner par des personnes qui vont nous aider justement à redescendre. Et effectivement, je crois que Adeline en parle très bien. C'est une fois qu'on est tombé, on met énormément de temps à s'en remettre, alors qu'il est possible, je pense notamment à un burn-out où tu décris que tu avais plus ton corps, plus ta parole, alors qu'il est possible de sentir les warnings et de se faire accompagner pour pas tomber là-dedans. Moi, lorsque j'étais naturopathe, pareil, hein, lorsque tu rentres dans une phase d'épuisement en tant qu'entrepreneur, tu mets beaucoup de temps à t'en remettre, alors que si tu prends ça à temps, si tu acceptes de te faire accompagner, tu peux peut-être limiter la casse. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est difficile de savoir où sont les warnings parce qu'il y a des moments ça passe. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude, en tous les cas professionnellement, de me charger beaucoup. Les années sous le soleil, elles étaient extrêmement chargées. On se réveillait à 5 heures du mat, on enquillait sur 12 ou 14 heures de tournage. Après le tournage, il fallait faire du sport parce que il fallait qu'on soit esthétique et qu'on n'avait pas trop droit aux défauts. Et puis ensuite, il fallait se taper d'apprendre les 30 pages de texte pour le lendemain. Donc il y avait une espèce de surcharge de travail qui était très forte. D'ailleurs, la preuve, c'est que à chaque fois qu'ils ont essayé de nous remplacer par des plus jeunes, ça n'a jamais marché. Ils avaient trouvé 3 locomotives. Ils avaient trouvé parmi leur casting 3 jeunes femmes qui se sont avérées être des locomotives, mais on a toutes les 3 eu à la fin de la série un pet de santé ultra grave. On ne D'accord. peut pas charger. Mais ce que je peux proposer, c'est-à-dire que avant de voir où est le warning, parce que parfois on ne le voit pas, parce qu'on n'est pas capable de le voir, parce qu'on ne veut pas le voir, pour des raisons qui appartiennent à chacun, c'est peut-être de dire que quand le corps commence à- à exprimer des signaux, au lieu de s'arrêter, peut-être juste ralentir. Et c'est comme quand on fait un marathon ou un jogging, de s'arrêter sur le bord du chemin, c'est bien, ça fait du bien. Sauf qu'après, on n'a plus la force de repartir, la plupart du temps. Alors que si on ralentit, qu'on court doucement ou qu'on marche vite, eh bien, c'est plus simple de repartir, de pouvoir se reposer différemment. Dans la pratique du yoga, par exemple, ça va être des postures qui ne sont jamais des postures complètement de repos. Le shavasana de la posture de fin, ça n'est que à la fin. En revanche, les postures de repos, quand c'est du chien tête en bas, ça continue à travailler, ça ralentit. On va trouver le repos dans des postures de
confort, mais qui sont encore dans l'action, mais plus douces. On va ralentir le rythme, on va se poser là. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Parce que c'est très difficile, tu sais, c'est un peu comme le moment où tu dois appeler les pompiers. Ça brûle assez. Est-ce que ça brûle assez? Moi, je me suis retrouvée devant un incendie chez moi et j'étais avec ma sœur et on se dit, mais est-ce que ça brûle assez pour appeler les pompiers? Non, viens, on y va au jet d'eau. Non, ça brûle pas. Et c'est la voisine qui a fini par appeler les pompiers en disant, mais vous êtes folle. Bien sûr que ça brûle assez. Bien sûr qu'ils sont là pour être dérangés. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et nous, on n'arrivait pas à voir, tu vois. Et je pense que quand il s'agit de ton corps, moi, j'aime bien cette phrase de Florence Foresti dans un de ses sketchs, dans un de ses premiers sketchs. Ça passe, mais large. Et c'est ce qu'on se dit. On se dit, ça se passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, on apprend aussi dans notre culture à tirer un petit peu plus sur la corde, un petit peu plus. Et là, on commence à nous expliquer qu'on peut désapprendre ça. Oui, puis tu as toujours et puis en plus quand tu es dans ce mood de suractivité de ton système nerveux et puis de ton planning, hein, c'est pas effectivement, toujours évident de se dire: «Bon, bah, là, ça y est, je me prends une semaine de vacances». Je suis pas sûre, tu vois, avec tous les tournages, tous les gens bookés et cetera, si tu avais dû à un moment dire: «Bah, moi, salut, je me pars pendant une semaine», que c'est pu être, possible. Tu vois ce que je veux Ah dire? mais alors, je vais te dire à quel point c'était impossible sur un tournage. C'est que même quand on était juste totalement épuisé et je sais à peu près je sais reconnaître à quel numéro j'en suis en tension, tu vois? Donc les femmes, elles vont avoir tendance à avoir la tension qui chute et puis les hommes, la tension qui monte et je sais assez précisément à partir du moment où je passe en dessous de 10, alors que j'ai une tension assez basse, j'ai plutôt une tension, on va dire à 11,5, la tension des gens qui sont tranquilles, qui sont sportifs, et ben, j'arrivais précisément à dire au médecin: «Là, je suis à 8». Il me disait: «Non madame, vous ne pouvez pas être à 8 parce qu'à 8 vous êtes allongée par terre». Et j'ai dit: «Non, j'arrive jusqu'à 7. Je tiens debout jusqu'à 7». Il me dit: «C'est pas possible». Et régulièrement, on s'est retrouvés sur le tournage de Sous le soleil, malades parce qu'on était tout le temps dans le froid, des sinusites, des fièvres, des angines, des trucs, des gros trucs et les arrêts maladie. Quand on arrivait voir le directeur de prod en disant: «Voilà, j'ai 42 fièvre, je tiens à peine debout», il dit: «Bah, écoute, on s'arrange. On s'arrange parce que ça n'est pas possible, pas seulement parce que tu es bien payé, mais parce que, si tu es pas là demain, bah, l'équipe ne travaille pas Mmh. et ça n'est pas possible». Donc bah, tu apprends à bosser comme ça. Donc je sais tenir debout jusqu'à, 7,5, 7. À 7, c'est fini, je tombe. Mais on s'est retrouvés dans des endroits où, dans des moments où, je me rappelle d'une méga angine où je devais avoir, 41-42 de fièvre. Je fais la scène et c'est une scène au bar, on a mis autour du siège de bar des matelas parce que je peux me concentrer 2 minutes le temps de la scène et qu'à la fin de la scène, je tombe. Je tombe de fatigue, je tombe de malaise, quoi. Donc je tombais, ils remettaient tout, ils me redressaient, je faisais la scène, hop, je tombais. Et tu te dis: «Mais comment on arrive à des situations aussi ubuesques que ça?» Mmh. Ben, parce que c'est marche ou crève. Ben, parce que c'est comme ça et que, on n'entend pas l'humain. Et c'est toutes ces choses-là, accumulées qui font que ça, plus d'autres choses, qui font qu'à un moment donné, tu te dis: «Mais est-ce que c'est normal?» J'ai vu sur des tournages, un des gamins, qui est parti à la qui était malade, il avait une gastro. Le gamin, il avait 10 ans. J'ai dit: «Mais on peut pas le faire travailler comme ça, c'est pas possible». «Si, si, si, ça va tenir, ça va tenir». «Mais donnez-lui à boire au moins». «Oui, oui, oui, mais ça va tenir, ça va tenir». Le gamin, il a fini à l'hôpital le soir, en déshydratation. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On vend à l'écran des valeurs qu'on n'est même pas capable d'incarner». Et c'est là où il y a cette espèce de 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 choc qui se fait, d'incompréhension, profonde. Merci beaucoup. On arrive sur les questions de la fin. Que répondrais-tu aux gens s'ils te disaient: «Tu es un peu bizarre, tu es un peu perché, Adeline, hein?» Mais je leur dirais de venir avec moi parce que la vue est sympa. On sent la fille quand même rodée aux interviews, je veux pas dire, mais on va pas lui faire à l'envers, Adeline. Oh si, non, pas encore, j'en suis sûre. Encore, c'est vrai. Ah oui, oui, Moi, tu c'est sais, le jour où je te dirais: «Non mais c'est bon Audrey, là», mais
j'ai perdu toute ma naïveté, je sais tout, je comprends tout, je vois tout. Là, tu me diras, écoute, va dormir. Va te faire une petite semaine de vacances. Du coup, Adeline, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ces gens qui t'écoutent? C'est pour toi. Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon rôle, à travers toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai l'impression d'être une défricheuse, une débroussailleuse qui est là pour dire, ben voilà, moi aussi j'ai eu des traumas, moi aussi j'ai eu des choses violentes qui me sont arrivées, mais j'ai aussi eu le courage et la foi de garder une place pour la joie, parce qu'elle est possible. Parce que même quand on est au fond du trou, à un moment donné, on pourra retrouver la joie. Chacun son niveau de joie, chacun son niveau de stabilité de quand il est bien. Et j'ai l'impression de pouvoir montrer avec une vie que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle a été éparpillée dans la presse, dans les journaux, dans les télés, tout ça, de leur dire, voyez, vous m'avez vu en baver, vous m'avez vu être brisée, vous m'avez vu par terre, vous m'avez vu être joyeuse, vous m'avez vu triste. Moi, je vous propose toutes les pistes que j'ai explorées et voyez ce que vous pouvez en faire. À votre sauce. Je vous donne des ingrédients et c'est vous qui tracez la méthode qui vous convient. Et si vous avez besoin d'un coup de main, d'être accueilli dans un espace neutre et bienveillant, je suis aussi disponible pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Adeline. Mais merci à toi, Audrey. C'était un temps de parole très chouette et assez intense. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.